Quoi, qu'est-ce que vous avez trouvé? Oh mon Dieu! Mon Dieu, mais quelle trouvaille! Oh, Dr Johnson, venez voir ça! Nous allons être célèbres, enfin! Oh, grand Dieu! Retournez fouiller, retournez fouiller! Mais c'est une entité Regardez ce que j'ai trouvé! Incroyable! Ah, avec ça, nous allons être célèbres! Regardez, Monsieur Johnson, Dr Johnson, j'ai trouvé ça aussi! Oui. C'est bien, c'est bien. Oh, mais quelle est donc cette... Mais c'est une merveille absolue! Nous pourrions en tirer un grand profit grâce à cette connaissance, ce savoir ludique. Nous pourrions en tirer un max d'argent, le revendre à des collectionneurs par exemple. C'est complètement fou, Monsieur Johnson. C'est un savoir ludique. YouTube, coucou Alex, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Je préviens déjà, il y a une fête, une soirée dans le café juste à côté de nous. Donc si vous entendez des gens faire c'est normal, voilà, désolé d'avance, mais ça arrive. Premier truc, ce sketch, pourquoi archéologie, ludique, etc. Parce qu'en ce moment, et jusqu'à épuisement des stocks, et on vous le dit, il y a un sacré stock, on déstocke, du coup, nos jeux de démo. Les jeux de démo, qu'est-ce que c'est? C'est les jeux qu'on vous montre justement sur les comptoirs, etc. Un jour, il faut bien les rentrer, les ranger quelque part, et ça nous prend beaucoup de place. Et donc on s'est dit, vas-y, on les met en vente pas cher, et comme ça, les gens, ils seront contents. Donc voilà, c'est vendu en l'état, on vous prévient, parce qu'il y en a plus de, je sais pas, au moins 800 jeux, on n'a pas eu le temps de tous les checker, parce qu'on n'est que 6 dans la boutique. Donc voilà, mais en tout cas, il y a des super bons prix, ça va de 1 € à 30 € pour les méga jeux de figurines. Donc tout le monde peut trouver des trucs bien, en plus des méga trésors justement archéologiques, comme Tikal et bien d'autres choses où il y a encore le logo des cartes édition dessus. Je vous assure, c'est des bangers, comme on dit. Bon, bref. Autre info, on a en fin de vidéo un petit focus sur Lynx, un petit jeu très efficace qui va reprendre des mécaniques qu'on connaît bien du Morpion et du Shifumi. C'est assez original en vrai de mélanger ça comme mécanique. Et quand même, petite dédicace à un abonné YouTube qui vient nous voir chaque année, et chaque année il nous ramène un petit cadeau. L'année dernière c'était une liqueur de Mirabelle faite par son grand-père qui est délicieuse, et bien cette année il nous a fait ceci lui-même, hop, un magnifique meeple à nos couleurs que nous mettrons fièrement en décoration, et en plus c'est une piste 2D, enfin double piste 2D. Voilà, à l'intérieur c'est molletonné. Donc voilà, on dit merci encore, ça nous a énormément touché. Merci à Charles M du 54. Heureusement, il a signé, il a bien le droit, c'est un véritable artiste. Voilà, maintenant que j'ai fait toute l'intro, ouais, c'est bon. On va passer aux nouveautés. On commence par La Forêt de Savernake, un des jeux que j'ai le plus attendu depuis Cannes. J'en avais un peu parlé dans le récap de Cannes d'ailleurs, des jeux qui nous avaient marqué. Donc Savernake, c'est par Rodrigo Rego et magnifiquement illustré par Nuria Aparicio. Je pense que c'est ça. 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, 25 minutes de jeu. C'est distribué par Yellow en France et c'est par Devir, l'éditeur de base. Qu'est-ce que c'est? Et bien en fait l'automne va bientôt se terminer, l'hiver arrive, on va incarner en gros des petits animaux qui vont aller stocker de la nourriture dans leur petit terrier pour passer l'hiver. Vous allez créer votre grille qui est 4x4. Non, pas 4x4, je crois que c'est 8x8. Un truc comme ça. Ouais. Voilà, une grille. J'ai oublié, c'est les chiffres, vous le savez, je suis très nulle pour ça. Avec des petits animaux qui vont avoir des petits points de victoire de base, qui sont ces petites feuilles, mais aussi des points de victoire en fonction des types de nourriture que vous allez leur mettre sur leur petit chemin. Ils en ont des favorites, il y en a ils s'en fichent totalement, il y en a qui adorent les petits vers de terre, les glands, etc. Donc vous allez essayer d'optimiser votre petit espace de jeu en créant votre grille. Comment ça va se passer? En début de partie, vous allez piocher un animal au hasard dans la pioche des animaux qui est ici. Ils sont tous très mignons et très jolis. Ils ont tous leur petite préférence en nourriture et vous allez le placer au milieu, devant vous. Voilà. Et vous allez ensuite créer votre petit pattern. Une fois que tout le monde a ça, hop, on va avoir un premier joueur
élu au hasard, on va dire au début, qui va se servir dans une des 4 colonnes au milieu. Donc, s'il décide de prendre cette carte-là, parce qu'il veut l'agencer ici, vous voyez, j'ai une petite framboise, pour l'instant, ma petite chose, mon petit rongeur très mignon aime bien la framboise. Ok, bon, l'œuf il s'en fiche, mais on va dire que je prends cette carte-là. Et ben, je vais prendre aussi ce qui est au-dessus. Vous voyez, donc cette carte est associée à cet espace, cette carte à cet espace. Cette carte, elle est très spéciale, c'est que en fait, c'est des nouveaux animaux, c'est une pioche spéciale qui vont vous donner des nouveaux scorings. Et ici, si je le prends, ça veut dire que je serai la première personne à me servir au prochain tour. Donc premier joueur, tout simplement. Donc déjà, on a un dilemme entre prendre la carte qui nous intéresse pour faire notre pattern au mieux et l'effet qu'on va avoir en même temps que la carte. Comment ça se passe? Cette petite gougoute, vous la mettez sur une des ressources d'un de vos animaux et ça va rajouter un point sur le scoring final. Ça veut dire que si là je mets une petite goutte sur mes œufs, ça veut dire qu'en fin de partie, tous les œufs que j'aurai réussi à lui mettre sur son chemin à lui vaudront 2 plus 1, donc 3 points. C'est cool. Je peux pas stacker sur une même ressource. Je peux mettre qu'une seule goutte par ressource, mais par contre, je pourrais faire ça parce que sur le chemin que j'aurais créé, j'aurais mis des glands parce que j'avais pas trop le choix, mais ça me valait 0. Bon, je l'optimise un peu. Maintenant, ça me vaudra 1 par gland. Donc les petites gouttes, c'est pour optimiser les points rapportés par les ressources. On va ensuite faire un petit truc comme ça pour... je vais commencer à faire un chemin, mais comme d'habitude, je casse tout. Voilà. Vous voyez, là, j'ai commencé à faire un petit chemin et je vais prendre celui-ci. Voilà. On a cette donnée-là, parce que je vous ai dit, ça, c'est les points de victoire. Ça, c'est les points de victoire donnés par les ressources. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la... capacité de stockage de la petite tanière de mon animal. Là, pour l'instant, il ne peut stocker que 3 ressources. Et ça va être ces 3 premières sur le chemin. Donc là, à ce jour, mon renard, à la fin de la partie, je ne compterai que un œuf, un petit gland et un autre œuf. Celui-là et celui-là, ils servent à rien, il peut pas les stocker. Donc du coup, il va falloir que j'augmente sa capacité de stockage. Comment on y arrive? Comme je vous ai dit, en récupérant la carte qui est là, vous récupérez le petit meeple qui va avec, hop, on le met par-dessus et ça fait maintenant plus 1, donc je peux stocker jusqu'à 4. Ça, c'est empilable autant que je veux, hein. Je peux faire une montagne de tanières, hop, voilà, si je veux, il n'y a pas de souci, mais ça veut dire que mes autres animaux, je les aurais pas optimisés. Donc là, par exemple, je pourrais faire un méga chemin de 3, 4, 5, 6, 7 ressources que je pourrais aller récupérer au fur et à mesure. Petite contrainte, c'est que, vous voyez, j'ai des chemins. Alors je peux les mettre dans le sens que je veux, hein, mes cartes. Même mes animaux, je peux les faire débuter à l'envers, il n'y a pas de souci. Hop, c'est juste que mes cartes, je dois les mettre adjacentes à une déjà posée. Et quand je la pose, il faut forcément que ça connecte au moins un chemin. La mettre comme ça, celle-là, ça marche pas. Il y a 0 chemin qui est connecté, ça marche pas. Ce qui est intéressant aussi, du coup, c'est que les petits chemins que vous allez créer, ils ne peuvent pas se partager avec d'autres animaux. Vous voyez, j'ai créé un chemin pour mon renard, hop, il rejoint aussi la tanière de ce rongeur très mignon. Et du coup, les deux sont en combat et aucun des deux ne pourra scorer. Voilà, aucun ne pourra manger parce qu'ils vont tellement se tirer la bourre que personne n'a rien à la fin. Donc du coup, ça invalide un chemin entier. Donc on va essayer de leur faire chacun leur petit truc. Vous voyez, hop, oh magnifique, j'ai fait son chemin, il a bifurqué, gna gna gna. Lui, je vais commencer à lui faire son petit chemin. Il aime bien les glands, ça tombe bien, hop, et voilà, et je continue comme ça. Et je vais m'étendre. Si à un moment je récupère un petit oiseau, c'est cool, je l'ai mis là. Au fur et à mesure, on fait sa petite grille. Une fois qu'on l'a terminé, donc on va dire 8 par 8. Je pense pas que c'est un 8 par 8, ça me paraît un peu grand. 6 par 6. 5 par 5, ça 5 par 5 peut-être. 5 par 5, ça paraît logique. Et bien une fois qu'on a terminé nos grilles, on va retourner ces petits plateaux. Hop, et je ne l'ai pas sorti parce que je suis très nulle. On a chacun un petit jeton mignon de feuilles et on va compter nos points du coup de l'animal en lui-même, des ressources qu'on aura plus ou moins augmentées grâce aux petites gouttes, et il y a un petit point supplémentaire pour celui qui aura fini avec le coq. Voilà, vous avez tout le jeu. En vrai, de base, c'est super simple. Vous prenez une carte et le bonus qui va avec, et après vous l'agencez. Ça coûte combien? Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on essayait de le dire. 18 €. Voilà, c'est plutôt cool pour tout ce matos. Attends, c'est encore un mois. Je te voyais là, t'allais partir. Non. Oui. J'enchaîne avec
Je sais pas si vous vous souvenez de ça, Carte Aventura, ce jeu dont vous êtes le héros mais à base de cartes. On avait eu la première boîte des Trois Mousquetaires, donc vraiment en collaboration avec le film français qui est sorti l'année dernière, et il y en a un dernier qui est sorti là. Il y avait la première boîte qui retraçait en gros le premier film à peu près. Et bien aujourd'hui sort la deuxième petite boîte qui fait donc la suite du film, que je ne vais pas vous spoiler bien évidemment, mais bon, comme d'habitude, il y a du roi à sauver parce qu'on est des mousquetaires, il y a nos amoureuses à sauver, il y a des évasions courageuses et fantasques, et voilà, il y a plein de choses à faire. Mais c'est le nouveau Carte Aventura Trois Mousquetaires qui est sorti. Maintenant je laisse la main, c'est bon, et je donne d'ailleurs le petit micro. Hop. Combien le mousquetaire? 8 €. T'as vu, j'ai une bonne mémoire. Hein. Très bien. Allez, je m'en vais. Hello, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a reçu L'Ombre du Kraken, un jeu de Michael Cheney, Tobias Imig et le Dr. Hans Howe. Un jeu distribué par Yellow en France. C'est un jeu de stratégie et d'ambiance, surtout d'ambiance, parce qu'en fait c'est un jeu à identité cachée. Donc évidemment il va y avoir de la déduction sociale, etc. On peut y jouer de 5 à 11 personnes à partir de 12 ans, et il nous le recommande pour des parties de 45 à 90 minutes en moyenne. Un dos de boîte qui est très bien fait, donc qui va vraiment m'aider à vous expliquer le principe du jeu. On a un grand plateau qui est double face. Il y a une version courte, une version longue. En gros, la version longue, le plateau est un peu plus long. En tout cas, il y a un peu plus de cases, et puis surtout, il y a un petit peu plus de choses à y faire. Nous allons avoir notre bateau ici, puisque nous sommes donc l'équipage de ce navire, et eh bien, on va essayer d'emmener ce navire à bon port. Le truc, c'est que dans l'équipage de ce navire, eh bien, il y a 3 clans et on ne sait pas qui est dans quel clan, et on n'a pas tout à fait le même objectif. Quand on est des pirates, on essaye d'emmener le bateau au fond dans la crique là-bas. Quand on joue d'honnêtes marins, on va essayer d'emmener le bateau dans la baie ici, et sinon il y a un dernier passage au centre où il y a le Kraken qui nous attend au bout, parce que oui, parmi nous il y a des cultistes du Kraken, ils vénèrent cette créature. Ah, j'aime pas les pieuvres, oui, j'aime pas les pieuvres. Je sais. Voilà. C'est... Non mais vraiment, regardez-moi ça. Il est diabolique. Comment on peut vénérer cette créature? Bref. Et votre but donc ça va être d'essayer de vous faire manger par le Kraken tout au bout. Alors il y a un autre moyen de gagner quand on est cultiste, c'est que il y a des cases un peu avant la case finale du Kraken où il y a des petits jetons de Kraken dessus, et quand on va passer dessus, le capitaine va être obligé de sacrifier un personnage de l'équipage. Si c'est le chef des cultistes, les cultistes gagnent, parce qu'il est content de se sacrifier à la bébête, il gagne, bref. Comment est-ce qu'on y joue? On va jouer un certain nombre de tours, à chaque tour on va faire avancer le bateau potentiellement dans une direction, donc toujours en avançant bien sûr, on ne fait pas demi-tour. Ça commence de la manière suivante. Déjà, il va y avoir une phase où on va déterminer les rôles. Donc il y a une personne qui est capitaine, et cette personne va déterminer un bras droit, va donner donc le pouvoir de bras droit à un autre joueur, et également va déterminer un navigateur. Là, les joueurs, ils ont la possibilité de tenter une mutinerie. Donc comment ça se passe? En fait, on a des petits jetons de mousquet, des petits pistolets, et on peut les dépenser en les misant face cachée. 1, 2, 3, on révèle. Et s'il y a une majorité de mousquets, la personne qui a mis le plus de mousquets devient le nouveau capitaine. Ou alors, voilà, cette phase n'a pas lieu parce que on n'a pas décidé de faire une mutinerie. Ça n'empêche pas, pourquoi pas, de dépenser 1 ou 2 mousquets pour voir, mais bref. Et on peut changer de capitaine, et donc on va à nouveau élire un nouveau bras droit, un nouveau navigateur. Mais par défaut, hop là, on continue. Le capitaine, il va ouvrir la petite boîte, il va piocher donc 2 cartes dans la pioche à part. Ces 2 cartes, eh bien, il va en choisir une qu'il va mettre dans la boîte, il va mettre l'autre dans la défausse. Il va passer la boîte au bras droit qui va faire la même chose, qui va piocher 2 cartes dans la pioche, qui va en jeter une et qui va en mettre une autre dans la boîte. On ferme la boîte, on mélange, on secoue bien, et on donne la boîte au navigateur. Donc là, le navigateur, eh bien, il va ouvrir la boîte, il ne sait pas vraiment qui a joué quelle carte, et il va à nouveau choisir une carte. Sur cette carte, il va y avoir 2 informations importantes. Il va y avoir toujours une direction. C'est une couleur, et donc elle se rapporte à la couleur d'une des petites flèches. En général, vous allez avoir le rouge pour les pirates, le jaune qui vous fait plutôt bien avancer mais qui vous emmène droit dans la gueule du Kraken, et le bleu qui vous emmène du côté des marins. Il peut y avoir également sur cette carte un petit effet. Il y a tout un tas d'effets divers et variés. Ça peut être de regagner des mousquets, ça peut être un changement de capitaine parce que le capitaine il a trop picolé, donc finalement on ne peut plus lui faire confiance. Bref, il y a tout un tas de petits effets qui peuvent se déclencher. Et on va résoudre et on va faire avancer le bateau, et puis on va déclencher le petit effet associé. Potentiellement, sur le plateau, il y aura également des jetons qui vont déclencher des effets à nouveau. Voilà l'idée. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Mais les pirates, eux, en début de partie, un peu comme le loup-garou, il y aura une phase où tout le monde ferme les yeux et ouvre les yeux, donc les pirates se connaissent entre eux. Ils savent
pas forcément qui sont les marins et les cultistes, mais au moins ils savent qui sont les pirates. Et ainsi de suite, jusqu'à résolution finale. On a des petits mousquets pour essayer de changer la donne, on a également une carte de personnage avec une habilité bien particulière, et donc cette habilité bien particulière va se déclencher à un moment ou à un autre pour me donner un coup de main à moi et mon équipe. On n'y a pas joué à l'ombre du Kraken. Non. Moi je tiens à dire que je suis assez chaud d'y jouer parce que les jeux d'édition sociale c'est vraiment cool. Quand en plus on a un super matos et une thématique pirate avec des cultistes d'un Kraken démoniaque, ça donne sacrément envie. Hop là, et je passe la main pour la suite de cette vidéo. Quoi donc? Ah bah oui c'est vrai, c'est par là. Alice a bondi en mode non, t'as encore un jeu. Ça n'a pas fini de travailler. Tout à fait. On a reçu, en plus c'est plutôt cool, on a reçu les Dice Throne Marvel, la première vague, il y aura une deuxième boîte comme ceci, avec 4 nouveaux personnages, et donc ici on a Scarlet Witch, Thor, Loki et Spider-Man, mais la version Miles Morales, il est à la mode Miles. Ils ont chacun leur petite habilité, comme d'habitude. Hop là, on va tourner la boîte histoire de vous montrer un petit peu tout ça. Je récapitule rapidement Dice Throne parce qu'il y a eu un paquet de boîtes. Donc si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces dernières années, vous connaissez. Un jeu essentiellement de duel, mais on peut aussi choisir de jouer à plus nombreux et en équipe. Et on va s'affronter avec des personnages asymétriques, des cartes, du lancer de dés, combinaison de dés à réaliser pour arriver à déclencher telle ou telle habilité. Il y a des habilités d'attaque, de défense basique, mais il y a aussi tout un tas d'habilités qui sont vraiment spécifiques à votre personnage et qui vont créer l'asymétrie en plus de votre deck, etc. Et donc ici on a Spider-Man, donc comme c'est Miles Morales, il peut se fondre dans le décor, il va énormément jouer sur sa discrétion et il va essayer de vous faire des gros coups critiques pendant que vous ne voyez pas, puis il va pouvoir échapper bien sûr potentiellement à vos attaques. Loki va vous faire piocher dans un deck d'illusions avec des cartes de saloperie, des cartes pas sympas forcément, c'est Loki. On va avoir Thor qui frappe très très fort, qui va avoir des attaques imbloquables, et c'est pas rien dans ce jeu les attaques imbloquables, qui va pouvoir se charger en électricité pour faire des gros coups, et Scarlet Witch qui va jouer un petit peu avec le hasard, les probabilités, qui va par exemple vous permettre de mettre plus facilement les dés sur les faces qui vous intéressent, de copier des effets bénéfiques des autres joueurs, bref, elle va un peu jouer avec tous ces petits effets pour arriver à s'en sortir. Voilà le Dice Throne Marvel qui était quand même pas mal attendu. Avant de passer la main, j'ai pas donné les prix, on va le faire. Alors ça c'est 60. Ça c'est 60. Et l'autre c'est 36 si je dis pas de bêtises. Et ben voilà, c'est fait. Waouh. Et cette semaine, nous avons également reçu The End of Destiny, un jeu de Joe Klipfel, c'est un jeu solo pour des parties de plus ou moins 20 minutes, qui est inspiré de Palm Island, dans le sens où tout va se passer dans la paume de votre main, alors plutôt de vos mains en l'occurrence. Comme vous le voyez, on tient pas mal de choses en main. Wow. Je vais réarranger tout ça parce que c'est pas censé être le bazar comme ça. Mais franchement, ça tient plutôt bien. Sachez que j'ai des toutes petites mains dans la vraie vie et bon, je m'en sors. Nous allons choisir un personnage. Il y en a 12 héros comme ceci. Donc il y a 6 cartes double face avec leur habilité, 6 habilités uniques à chaque fois. Ils sont soit au corps à corps, soit à distance. Moi j'ai choisi ici un personnage au corps à corps. On va préparer un deck de monstres en mettant les monstres comme ceci. Une petite carte qui dépasse parce qu'elle nous sert de support. Hop là, c'est bien pratique. Et on va choisir un boss parmi 4. Moi j'ai choisi l'arbre de malheur. On va le mettre, hop là, après la vague d'ennemis. Ça me rappelle un petit peu dans la thématique le jeu Set a Watch qu'on aimait bien, j'en parle comme si c'était un jeu du passé, qu'on aime bien, n'est-ce pas Alice? Oui mais il est plus édité. Il est plus édité malheureusement, dans le sens où on est des héros et puis on va résister face à des hordes de héros, je dis n'importe quoi, de monstres, oui. En utilisant des habilités bien particulières. C'est un peu le même principe, à part que ici vous avez un seul héros et vous êtes tout seul. On va incliner des cartes pour savoir si on s'en est servi ou pas. Un petit peu à la façon de Palm Island. Il va également y avoir cette mécanique où on va avoir des cartes de monstres comme ceci, que l'on va pouvoir pivoter, mais également que l'on va pouvoir retourner. Et donc vous voyez qu'il y a 4 monstres à chaque fois, ce qui fait une énorme rejouabilité, il y a énormément de variabilité sur les différentes parties. Hop là, j'ai donc ce héros, on va attaquer ici le nécromancien, c'est le premier monstre de la vague, hop je le prends dans ma main droite. Donc dans ma main droite c'est toujours le premier monstre de la vague, et j'ai toujours accès au deuxième qui est ici un vampire, on est dans une thématique mort-vivant. On commence toujours avec 3 cartes comme ceci qui vont pouvoir nous fournir de la force, je vais pouvoir les remettre debout, elles vont me donner de la force qui me permettra d'atteindre ici level en point de vie de l'ennemi pour le battre. Attention, cet ennemi il va avoir des pouvoirs, par exemple ici on me dit que le nécromancien, quand il est frontal, c'est-à-dire quand il arrive devant comme ceci, on l'échange avec une carte force de 8 ou plus. Alors ça, effectivement, ça peut pas mal nous embêter. Il y a tout un tas d'effets qui vont se déclencher quand ils arrivent en certaines positions, et il y a également des effets passifs. Nous-mêmes d'ailleurs, en tant que héros, on va avoir des effets qu'on va pouvoir déclencher, mais on a également des passifs. J'en ai un ici, puis j'en ai un ici passif.
Comment est-ce qu'on fait pour battre les ennemis? Je vous l'ai dit, on va pouvoir utiliser nos cartes de force en les redressant, en les remettant derrière, et donc la force va me permettre de taper les ennemis. Mais la plupart du temps, ça va pas suffire. On va également pouvoir se servir des capacités de nos personnages. On a trois capacités. Si par exemple je veux me servir de la capacité de gauche comme ceci, eh bien je vais la faire disparaître. Hop là, je vais faire sombrer mon personnage. Et puis si je veux me servir de celle de droite ici, hop là, je fais sombrer mon personnage un peu plus. Si je veux me servir d'encore celle-ci, hop, je vais faire sombrer mon personnage encore un peu plus, etc. Ces capacités, elles vont me servir pour battre les ennemis. Le truc c'est que c'est également en quelque sorte mes points de vie. Et comme mon personnage est entièrement sombré, c'est que j'ai perdu. Le truc c'est qu'il faudra vaincre 4 fois la horde d'ennemis, parce que à chaque fois les monstres vont changer de place, ils vont se retourner, etc. Quand je vais arriver tout au bout, je vais battre l'arbre de malheur en première position, puis en deuxième, puis hop comme ceci, puis hop comme ceci. Évidemment, il devient de plus en plus fort à chaque fois, mais à chaque fois que j'aurai battu le boss, j'aurai accès à un petit marché où je pourrai acheter des potions qui vont me régénérer, donc qui vont déjà me rendre mes points de vie et me permettre d'utiliser à nouveau mes habilités, et également de l'équipement. Et l'équipement, lui, il reste tout du long, il va me permettre de me donner des bonus à la force que j'utilise. Voilà donc pour Hand of Destiny. On va rester dans un thème un peu donjon, un peu geek avec Alex qui va vous parler de Paper App Dungeon. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Effectivement, on continue les explications avec Paper App Dungeon. Est-ce que tu veux un moyen de poser tes coudes quelque part? Oui, vas-y, je sens que ça va. Là, c'est bien, là. Ici, voilà. Parfait. Donc, on a reçu Paper App Dungeon. Qu'est-ce que Paper App Dungeon? C'est un jeu solo, un jeu très minimaliste, puisqu'on va avoir un crayon qui va faire également office de dés. Alors, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, il faut savoir que il me semble qu'Antoine l'avait kickstarté, et en fait, il avait reçu 2 exemplaires. Il en avait un pour lui, il m'en a filé un que j'ai fait. Et je ne l'ai pas retrouvé, je suis dégoûté, parce que j'aurais pu vous le montrer. En vrai, ça se fait mais ça ressemble à un petit carnet comme ceci. Et donc vous allez avoir une première page où déjà vous allez normalement avoir un emplacement blanc pour pouvoir dessiner votre petit personnage. Vous le dessinez comme vous voulez, c'est votre héros, vous le nommez, etc. Donc comme un jeu de rôle en fait. Et vous allez parcourir des donjons. Chaque feuille est un niveau du donjon. Donc il y aura beaucoup de niveaux. Ils mettent 60 pages en tout, donc il y aura vraiment beaucoup de niveaux de donjons. Et vous allez avoir à chaque niveau une porte d'entrée, une porte de sortie. C'est représenté par des escaliers. Donc vous aurez, première porte d'entrée, en fait, ce sera votre personnage. Vous verrez, il y a un petit smiley, donc c'est votre personnage. Et vous allez pouvoir vous balader dans le donjon grâce au crayon dé. Je sais pas comment on appelle ça. Un dérillon, je sais pas comment on dit ça. Crayon dé. Du coup, ce qui se passe, donc, début du donjon, je suis à tel endroit. Et vous verrez que sur le donjon, il y a plein de petits éléments. Qu'est-ce que je fais à mon tour? Je lance le crayon. Ça indique une valeur entre 1 et 6. En valeur impaire, je me déplace en diagonale, forcément. Donc sur un 3 ou 5, je me déplace en diagonale, toujours. Sur du pair, je me déplace du coup en ligne droite. Donc sur un 2, un 4 et un 6, je me déplacerai toujours en ligne droite. Le passage, le chemin que je fais, je le dessine directement avec mon crayon. Et ça va me permettre de passer sur différents éléments. Ça peut être des monstres qu'il va falloir vaincre avec votre crayon, donc votre dé, en essayant de surpasser la valeur indiquée, ou sinon vous allez perdre des points de vie évidemment. Vous allez du coup avoir des points de vie que vous allez pouvoir récupérer. Donc quand il y a un cœur avec une valeur, vous gagnez les points de vie indiqués. Quand c'est un point d'interrogation, vous lancez le dé et vous gagnez les points de vie indiqués par le dé, donc par le crayon dé. Vous allez pouvoir gagner des pièces qui sont une monnaie du jeu importante parce que dans différentes étapes, vous allez pouvoir rencontrer un marchand, donc vous allez pouvoir acheter des potions, des équipements, voilà. Et ensuite on va avoir des coffres. Parfois les coffres les coffres vont vous demander des clés. Il va falloir, si vous souhaitez choper un coffre, récupérer d'abord la clé, puis ensuite passer sur le coffre, et ainsi récupérer un gain qui est variable, puisqu'en général c'est le crayon, vous le lancez, si vous faites un 4, vous gagnez 4 pièces. Vous allez parcourir votre niveau, puis dès que vous en avez marre, vous dites allez hop, je prends la sortie. Vous passez au niveau suivant, et ainsi de suite. Et normalement, toutes les 5 pages à peu près, un truc comme ça, 5 ou 6 pages, vous allez avoir la zone du marchand. Vous dites, parfait, j'avais plus beaucoup de points de vie, ça tombe bien, hop, je vais acheter une petite potion de santé, hop, je reprends ma santé, je remets le total. Vous allez pouvoir utiliser votre XP aussi pour augmenter du coup pour gagner des compétences que vous allez pouvoir utiliser. Et donc du coup, à chaque fois que vous allez gagner une compétence, vous l'utiliserez, vous la rayerez, et aux prochaines rencontres du marchand, vous pourrez redébloquer les choses avec l'XP ou avec l'argent. C'est vraiment le dungeon crawler minimaliste de poche avec un crayon dé, un petit calepin. Quand vous avez fini le calepin, rien ne vous empêche d'en acheter un autre et de refaire une nouvelle aventure, puisque finalement, du coup, le jeu est pas rejouable en soi parce qu'on écrit dessus, mais votre donjon, il est toujours différent. Oui, chaque carnet, c'est un donjon différent, c'est ça? Il me semble, il faudrait que tu me confirmes, Antoine. Hop là, j'arrive, je débouche. Que les carnets sont tous différents. Oui, c'est un des trucs cool de ce jeu, tu fais tout à fait bien de le dire. Il y a un algorithme qui a généré tout un tas de donjons différents, et quand vous en achetez un, il est unique au monde. Donc,
derrière, comme vous avez pu le voir, bah, le gameplay est pas incroyable, mais on a son petit donjon à soi et c'est hyper plaisant, c'est hyper satisfaisant. On continue, on sort de la thématique du dungeon crawler parce qu'on a reçu Jekyll et Hyde contre Scotland Yard. Alors ça peut vous faire penser à ce jeu-là, qui s'appelle Jekyll contre Hyde, où là c'était un jeu compétitif que pour deux. On retrouve le même illustrateur ici, mais ce sont différents, même éditeur, mais ce sont différents auteurs. Ici, on a Olivier Sipierre et Géonil, je pense que ça se dit comme ça, mais c'est toujours Vincent Dutré aux illustrations. Ici, c'est donc du coup toujours un peu dans la même mécanique de Jekyll vs Hyde, qui est un jeu en fait de pli, mais que pour deux, compétitif. Là, dans Jekyll et Hyde versus Scotland Yard, c'est un jeu de pli coopératif. Donc en fait, un joueur joue Jekyll, un joueur joue Hyde, et ils sont ensemble contre Scotland Yard. C'est un jeu qui va être très différent de l'autre, puisqu'en fait déjà c'est coopératif, donc ça change beaucoup la dynamique. Et en plus de ça, il est séquencé par chapitre. Vous avez 10 chapitres en tout, et vous aurez au dos des règles un moyen de marquer votre progression dans les différents chapitres. Vous pourrez réessayer les différents chapitres, il y a vraiment une rejouabilité. L'idée c'est que n'avancez pas trop tôt, commencez pas au chapitre 3 ou au chapitre 5, parce que le jeu est vraiment très bien segmenté, de façon à ce que vous compreniez le jeu un peu à la manière d'un The Crew typiquement, où vous allez avancer étape par étape. Comment ça se passe dans la mise en place? Alors là, on va commencer. La mise en place, de base, elle est inscrite dans les règles, donc elle est très simple, mais il y a des choses qui évoluent en fonction des chapitres. Les chapitres vont toujours apporter de nouvelles règles, de nouvelles contraintes, mais le chapitre 1, l'avantage, c'est qu'il enlève pas mal de contraintes, pas mal d'iconographie qui vont arriver plus tard dans la partie. Dans le chapitre 1, donc là, vous avez déjà une petite carte qui vous indique ce qui se passe ici, et en plus de ça, là, on a une mise en place qui est faite. Donc on a un petit pion ici, qui est le pion de Jekyll en fait, qui est Jekyll et Hyde est plus ou moins la même personne, je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'histoire de Jekyll et Hyde, et donc ici on a le pion de Jekyll qui lui en fait nous indique sur le chapitre 1 qui commence à la case numéro 4. Plus tard il pourra commencer dans la 1, la 2, ou la 3 ou la 4. Là il commence en 4. On nous dit de ne pas prendre en compte les différentes icônes qu'on verra sur les cartes, donc celle-ci on s'en fiche totalement sur le chapitre 1. Et enfin on a la règle de fin de manche qui nous indique comment gagner la partie. Pour cette manche là, vous verrez que pour gagner la partie, il va falloir amener ce pion là ici, et strictement ici. C'est-à-dire que si jamais, dans la partie, on le dépasse, on a perdu. Si jamais à la fin des deux manches, on ne l'a pas atteint, on a perdu. Donc le but, c'est vraiment en deux manches, et strictement en deux manches, arriver ici. Comment on va faire pour déplacer notre petit bonhomme? Et bien en fait, chaque manche va être décomposée en différentes phases. Il y aura une phase de jour où en fait, on n'aura même pas distribué les cartes, et en fait, on va pouvoir discuter, plus ou moins sur la stratégie qu'on souhaite faire. Voilà. Mais on n'aura pas encore vu nos cartes. Phase de nuit, où là du coup on va pouvoir justement jouer nos cartes, et on va faire comme ça 8 tours en fait, où on va pouvoir récupérer jusqu'à 8 plis. Alors il faut savoir que quand on aura distribué les cartes, il y a 12 cartes qui sont distribuées. Dans les cartes, vous avez des valeurs qui vont de 1 à 8, divisées en 3 couleurs, avec le noir, le orange et le bleu, qui correspondent à la peur, la ruse, et une autre que j'ai oubliée, parce que j'oublie toujours les thématiques qu'ils mettent sur ces couleurs-là. Donc vous aurez ces cartes-là. Et comme je vous ai dit, en fait, on aura 12 cartes, mais on ne va en jouer que 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ces 12 cartes-là, il y en a 4 de ma main que je vais mettre dans le paquet ville. Et mon allié va faire la même chose. Donc en fait, le paquet ville aura 8 cartes. Ce qui fait qu'en fait, il y aura la ville qui aura 8 cartes, moi qui aurai 8 cartes, et mon allié qui aura 8 cartes. Donc tout le monde aura 8 cartes. Le premier truc qu'on va faire pour composer déjà le paquet ville, c'est que certes, je dois en mettre 4, mais déjà les 8, tous les 8 que j'ai en main, ils vont déjà dans le paquet ville. Donc déjà, là, comme j'ai un 8, je suis obligé de mettre dans le paquet ville. Donc déjà, la ville, elle récupère tous les 8, donc toutes les grosses cartes, ce qui est plutôt contraignant. Et ensuite, je peux mettre celle que je veux. Donc c'est là où j'équilibre un peu mon jeu. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans dans cette gamme de jeux qu'on avait aussi dans Jekyll vs Hyde, c'est que le jeu n'est jamais mauvais. Il faut toujours sans cesse s'adapter et adapter son jeu à son allié là pour le coup et à la ville. Donc là, je pourrais me dire, allez, tiens, on va lui filer un 7, on va lui filer un 5 ici. Et puis on va lui filer un 3 ici, voilà, pour essayer d'équilibrer un petit peu mon jeu. Je garde les potions, je rentrerai pas dans le détail, mais les potions ont des pouvoirs un peu spécifiques. Sauf que tu sais pas en plus que l'autre aussi va Exactement, mettre donc l'autre il va mettre une carte, peut-être qu'il aura mis un 8, puisqu'il va mettre tous les 8, puis après il va mettre ça, 2, et puis il va mettre ça, 3. Voilà, hop. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait, on a le paquet vide. Sur le premier tour, c'est toujours la ville qui commence, et donc on mélange les cartes, et la première carte qui est révélée, c'est un 8 bleu. Bon, c'est le tien, je crois. Il faut savoir que dans Jekyll et Hyde, contrairement à différents jeux de pli, il n'y a pas de couleurs qui prônent sur les autres, parce qu'en fait, ces couleurs-là vont se faire durant la partie. La première carte qui va être jouée va indiquer quelle est la couleur la moins forte dans le rang. Donc là, on a un rang faible, moyen et fort.
La deuxième carte qui sera jouée, mettons, si lui, il n'a pas de bleu, ou alors qu'il joue, mettons, une carte noire, par exemple, parce qu'il n'a pas de bleu. S'il joue une carte noire, la deuxième carte noire, du coup, a été jouée. Donc, enfin, la première carte noire a été jouée, donc ça va ici. Si après, il y a une autre carte, du coup, qui va être jouée, du coup, ce sera celle-ci, par conséquent. Et donc, c'est comme ça que le rapport de force se crée. Là, typiquement, comme la carte ville est bleue, on est obligé de jouer bleu. Donc si le joueur, voilà, exactement. Comme d'hab. Si on a, voilà, typiquement, le joueur bleu, il se dit, c'était prévu, voilà, je joue moins. Et moi, c'est pareil, tout pourri. j'ai un 1, et là, on se dit, tant pis, moi, je vais jouer mon 4, je garde quand même une autre carte bleue au cas où. Mais voilà. Et là, pour le coup, le pli, on le voit très bien, c'est la valeur la plus forte qui l'emporte. Il a parlé à bleu, donc c'est la ville qui récupère le pli. Alors ça, dans ce scénario-là, c'est pas très grave, peut-être que dans d'autres scénarios, ce sera important. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va, du coup, essayer de récupérer des plis. Pourquoi? Parce que ce pion-là va avancer à la fin d'une manche d'autant de cases que le nombre de plis que le joueur a fait, mais le plus faible. C'est-à-dire qu'en gros, si sur les 8 plis, j'en ai 3 et Alice en a 2, et du coup, on avancera de 2 cases. Eh oui, parce que je suis la plus nulle. Du coup, ce faisant, on sait que là, à la deuxième manche, on devra strictement avancer de 3. Il ne faut pas qu'on puisse avancer de 4, ce qui va être difficile, parce qu'il faut dire qu'on ait réparti équitablement les 8 plis entre nous. Donc là, on sait qu'on avancera de 3. Donc, il faut qu'on ait, je ne sais pas, moi, il faut que je récupère 3 plis et Alice 3 plis. Ou alors que moi, j'en ai 4 et Alice 3. Mais il faut absolument que le minimum de plis qu'on ait récupéré soit 3 si on veut gagner la partie. Ensuite, je ne rentre pas trop non plus dans le détail, mais il y a les subtilités de potions. Donc les potions, en fait, ce sont des cartes un peu joker, où les couleurs, si vous commencez par une potion, ça va imposer une couleur de votre choix. Mais si jamais, de manière consécutive, la ville joue une carte 8 et moi je joue un 6 potion, la potion copie la couleur donc noire, et du coup, elle fait le pouvoir de la couleur noire. La couleur noire, en fait, elle permet tout simplement d'échanger, donc de piocher la première carte du paquet ville et d'en reposer une autre. Donc de ma main. De sa main, oui. Okay. Sachant que les pouvoirs sont profitables à Jekyll ou à Hyde. Donc même si moi je suis Jekyll et que je fais un effet de potion, c'est Hyde qui peut en profiter. Pour le bleu, ça permettra d'intervertir les jetons de place, donc ça permet du coup justement de réajuster sa main, mais faites attention à ne pas tirer dans le pied de votre allié évidemment. Et ici, ça permettra de voler un pli à la ville, si elle en a récupéré un. Sinon, ça sert à rien. Je vous ai presque tout dit, après vous allez me dire, oui mais là il y a un petit pion bleu et qu'est-ce qu'il fait lui? Alors en fait... Oui, Scotland Yard, c'est où ça? Scotland Yard, en fait, il va arriver un peu plus tard. On va dire les 2 premiers chapitres sont assez standards, dans l'idée où vous allez essayer de comprendre comment joue votre allié, et plus tard, à partir du chapitre 3, vous verrez de 3 à 5 ça va être aussi un peu plus difficile, mais il y aura Scotland Yard qui lui risque d'avancer. Alors comment il va avancer lui? Ça va avoir 2 impacts. Le premier impact en fait c'est que là vous avez un pion qui est actif. Ça montre le joueur qui est actif. Ça, c'est Jekyll. Pour l'instant, c'est Jekyll qui est actif, et donc ça indique dans quel sens on tourne. Il peut arriver que, dans la mise en place aléatoirement, on tourne dans l'autre sens, parce que c'est Mr. Hyde, le joueur actif. Par conséquent, l'autre joueur est donc pas actif. Et durant la partie, à partir du chapitre 3, vous verrez qu'il y aura des cartes comme ça, avec ce symbole-là. C'est des petits casques de policiers. Les petits casques de policiers qui sont sur les valeurs 1 et 3. Et donc du coup, quand vous allez récupérer des plis, le joueur non actif qui récupère un pli, va regarder s'il y a des icônes comme ceci, et pour chaque icône qu'il a récupéré, il va faire avancer Scotland Yard de une case. Aïe. Si jamais Scotland Yard vous rattrape, vous avez perdu la partie évidemment. Donc finalement, au casque. Il faut faire très attention au casque. Il ne faut pas récupérer des plis quand vous êtes en joueur inactif. Du coup. Donc il faut faire attention à ça. La segmentation des chapitres est très efficace parce que finalement ça ne vous empêche pas de rejouer, et en plus ça vous permet d'apprendre petit à petit sur comment joue votre allié, de pouvoir vous adapter sans arrêt, c'est tout l'intérêt du jeu. Il faut essayer aussi parfois de remplir des objectifs qu'on a pour gagner des petites étoiles, parce qu'en fait au chapitre 1, quand on gagne le chapitre 1, on a une petite étoile. Mais au chapitre 2, pour gagner la partie, il y aura une condition qui est quasiment tout le temps la même, d'atteindre la zone. Mais en plus de ça, si jamais un joueur récupère un pli, Jekyll ou Hyde, avec un 8, du coup, depuis sa main, c'est-à-dire en jouant un 8, c'est assez compliqué parce que ça veut dire qu'il faudrait récupérer un 8 qui était dans la ville grâce à un pouvoir, donc très subtil, on gagne quand même 2 petites étoiles, qui sont en fait des petits bonus que vous marquerez derrière votre petit calepin. Voilà, exactement. Des petits objectifs, des petits achievements qu'on pourrait avoir pour les joueurs qui sont un peu tricky. Donc ça augmente vachement la rejouabilité, ça permet à des joueurs qui sont vraiment à l'aise dans les jeux de plis de pouvoir avoir un vrai challenge, en plus d'avoir les règles qui changent par rapport aux icônes, par rapport à tout ce qu'apporte Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. Voilà pour ce jeu, et on va se retrouver derrière le comptoir. Et bienvenue derrière le comptoir. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a préparé? Non. On commence par quoi? On va commencer par celui-ci, les pitch games. Et là on a reçu le soccer, soccer qui veut dire foot. Dans la gamme des pitch games, qu'est-ce qu'on a? On a toujours un tapis de jeu qui représente toujours en fait une zone de sport. Donc là typiquement c'est un stade de foot. Dans l'autre qu'on avait présenté c'est le basket, et dans l'autre c'était le
le crognol, cornhole. Le cornhole. Le cornhole. Ah oui, bah oui, les trucs de maïs. Je suis bête. C'est ça, on jette des sacs de maïs dans J'inverse des toutes les lettres, trous, j'ai rien compris. C'est ça l'idée. Et donc celui-là, moi, c'est vraiment mon préféré de la gamme, je trouve, parce C'est qu'en fait, vraiment hyper malin. ici, vous avez des petites zones de cercle, et ça, en fait, c'est votre point de départ quand vous allez pouvoir pitcher. Donc au début, vous pitchez, au début, ce sera au centre, puis après, quand la balle sera remise en jeu, ce sera depuis le gardien. Le gardien va tenter de faire une passe ici, puis il va tenter de faire une passe ici, puis il va tenter de faire une passe ici, et dès qu'on est assez proche, boum, on essaie de le mettre dans le but. Alors évidemment, on peut essayer de le On faire. peut essayer de tirer avant. On peut essayer de C'est un tirer peu plus avant loin, c'est quand on est un possible. vieux gros bourrin, mais quand on est tacticien comme moi et ancien footballeur, on va essayer comme ça de faire des passes. Si jamais vous ratez, en fait c'est l'adversaire qui récupère la balle, et du coup à chaque fois vous essayez d'envoyer dans les bonnes zones. Évidemment il y a des zones qui sont un peu plus petites, donc c'est plus difficile à faire la passe, mais vous essayez comme ça d'arriver le plus proche du but pour essayer de marquer. Même parfois quand on est proche du but en termes d'expérience, on peut rater le but. C'est Attention. tout à fait possible. C'est- C'est hyper thématique cette idée de construire son jeu ou plutôt de prendre des risques, de pouvoir se faire intercepter la balle par l'adversaire. C'est vraiment hyper Je thématique avec trouve le football. celui-là très très Chapeau. cool. Vraiment chapeau. très chouette celui-ci dans la gamme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un livre dont vous êtes le héros, enfin une BD dont vous êtes le héros, De chez Macaca, de chez Macaca, donc le nouveau Sherlock. un nouveau Sherlock Holmes. Qu'as-tu à dire là-dessus? Alors tu disais Alice, il y a plein de morts, plein de morts, plein de morts. Oui, en gros, c'est un fanat du thé et du café qui se suicide après avoir montré à ses invités son méga diamant. Et dans les minutes qui suivent, son gendre est retrouvé empoisonné. Bon, plein de morts pour Sherlock Très ou bien. Watson, enfin, en fonction de qui vous voulez incarner. Bah voilà, vous avez de quoi faire pour retrouver les meurtriers, la cause. L'illustration parle d'elle-même finalement. La première de couverture est assez Oui, ça c'est gore, ça va, c'est pas mal. très bien. Bon, ben voilà. C'est Ils chouette. plaisent beaucoup ces petits Sherlock à chaque Oui, fois. grave. On a une nouvelle extension pour Hero Quest. Alors on connaissait les cartes foil. Oui. Ok. Est-ce que vous connaissiez les boîtes foil? Ils se sont lancés dans les boîtes foil chez HeroQuest. Oui. La prophétie de Taylor, c'est 13 nouvelles quêtes pour HeroQuest. Il y a même un client qui m'a dit, parce que moi je ne le savais pas, Oui. que les figurines à l'intérieur, elles étaient translucides, Si on regarde brillantes. bien, elles sont effectivement Translucides, ça c'est certain. Brillantes, je vais peut-être inventer. brillante, faut pas abuser non plus. La boîte est foil, les figurines peut-être pas. Dans la prochaine boîte peut-être. On sait pas. Voilà. Ensuite. Mélodie pour un meurtre, c'est un jeu de rôle solo, donc c'est les fondations de l'imaginaire. J'espère que je dis pas de bêtises, l'éditeur, c'est édité en France, c'est produit en France, et ici, il s'agit d'un jeu solo orienté enquête, parce qu'en fait, on joue un personnage qui est contacté par la mort. La mort qui vient chercher, mais qui en fait n'arrive pas à récupérer son âme et dit bon bah toi apparemment je peux pas te faire mourir. Ce qui va se passer c'est que tu vas bosser avec moi parce qu'il y a des morts non élucidés, des morts dont moi la mort je ne suis pas responsable et c'est inadmissible et on va l'aider à résoudre tout ça. Donc un jeu d'enquête sur fond de paranormal et avec une touche blues jazzy. Ok. Je l'ai pas lu. Mais Ça a l'air cool. l'ambiance Ça a l'air trop cool. l'ambiance est trop cool vraiment. D'accord. Juste pour l'ambiance ça donne envie de voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Très Dans un autre style, dans un tout à fait autre style, on reçoit Mythender ou Mythender, un jeu de Ryan McLean, un jeu de rôle dans lequel on joue des tueurs de dieux. Donc nous sommes dans des temps anciens, les temps autant jadis, très très loin, même avant l'Antiquité a priori. On ne sait pas trop, c'est pas défini évidemment. À l'époque où les dieux étaient sur Terre, ici on va jouer avec le panthéon plutôt nordique, mais le jeu est totalement adaptable avec d'autres panthéons et à d'autres époques que à cette époque-là. Et on joue des gens qui ils ont une dent contre les dieux, parce que les dieux ils n'ont pas été très sympas avec nous, et notre destin, c'est d'aller les poutrer joyeusement, ou pas joyeusement d'ailleurs. À chaque fois que l'on va tuer un dieu, on va s'abroger une partie de son pouvoir, on va devenir de plus en plus puissant. Attention à ne pas devenir des dieux vous-même. Un jeu qui va faire réfléchir beaucoup sur la notion de morale, de bien, de mal. Ils ont essayé de prendre cet axe-là dans le développement du jeu, je trouve ça très intéressant. Un petit format, il y a quand même un paquet de pages, je crois qu'on est sur du 300-400 pages quand même, il y a de la lecture. regarde la fin, C'est un petit format, mais il y a de la lecture. Il y a combien là? Nous sommes sur 276 J'ai exagéré en disant 400, mais enfin c'est pas mal. Là, déjà. t'abuses. Là, j'abuse. Et il vient avec son petit paquet de cartes dons. Donc, ce sont des cartes de pouvoir de personnages. C'est toujours pratique d'avoir ça en physique plutôt que les chercher dans le bouquin. Voilà donc pour l'actu JDR, le derrière le comptoir, tout ça, tout ça. Je vois que tu zoomes sur le Pokémon. Ouais, il y a un retour en stock Ouais, de Tempête complètement. Argentée qui est une ancienne collection d'il y a 2 ans, il me semble. Incroyable édition. Voilà, juste pour les connaisseurs, voilà. Au moins ça c'est dit. Et du coup, on se retrouve. Le focus sur Lynx. Salut à tous. Hello, coucou, bonjour. Bienvenue dans ce focus sur Lynx, un jeu de Fabrice Puléo, si je dis pas de bêtises.
C'est édité par Matago. C'est un tout petit jeu qui va reprendre 2 mécaniques de jeu qu'on va dire un peu traditionnelles, qu'on connaît très bien. Oui, Qui est clairement. essentiellement le puissance 4, même si là ce sera un puissance 3 pour le coup. Un morpion. Un morpion, Un tout morpion. simplement, un morpion, combiné à un papier, caillou, feuille, pas un feuille, papier, ciseaux. Je vais y arriver. Donc 2 mécaniques qui s'imbriquent parfaitement, avec un petit jeu finalement de tuiles, essentiellement, qui peut se jouer de 2 à 4, et vous verrez qu'il y a énormément de richesse, parce qu'en fait, en fonction du nombre de joueurs, il y a pas mal de paramètres qui changent, et ça change aussi un petit peu la dynamique du jeu. Oui, c'est certain. Notamment à 4, vous aurez une dynamique où vous allez pouvoir jouer en équipe, donc en 2 contre 2. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer déjà la base à 2 joueurs. Donc à 2 joueurs, on va jouer, donc ça, je le mets de côté, on va jouer sur un carré imaginaire de 4 par 4. Donc en fait, on va jouer jusqu'à ce qu'il y ait une condition de victoire qui soit remplie, mais notre zone sera délimitée en 4 par 4, alors qu'en 3 et 4 joueurs, ce sera un 5 par 5. À 2 joueurs, chaque joueur va choisir une couleur. Donc Yes. tu vas prendre les verts et moi je prends les bleus. Tout à fait. Et le premier joueur va piocher 4 tuiles, le deuxième joueur va en piocher 3. Sur ces tuiles, on va avoir 2 informations importantes. Déjà la couleur, en fait, tout simplement. Et ensuite, l'icône qui va représenter soit un caillou, soit une feuille, soit un ciseau. J'ai plus le nombre exact, mais il me semble qu'ils sont tous en 4 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Et donc à chaque tour, un joueur va pouvoir poser une J'essaie tuile. d'avoir le pas flou. Ouais, C'est il dur doit d'avoir être le par pas flou. là. Voilà, Exactement. là c'est parfait. Ça ressemble à ça. Le premier joueur va placer une tuile au centre de la table, le deuxième joueur va devoir faire de même, mais du coup, il va devoir la positionner de manière adjacente, orthogonalement ou diagonalement, comme il veut, mais il la place adjacente à une autre tuile posée. En posant les tuiles, on risque du coup d'un moment d'être bloqué, parce que c'est du 4 par 4, je rappelle, ou du 5 par 5 quand on est 3 à 4 joueurs. À mon tour de jeu, je n'ai qu'une chose à faire parmi 2. La première, c'est de jouer face visible. Donc quand je pose une carte, une tuile face visible, je la pose tout simplement, et je peux immédiatement repiocher 2. C'est rappelé sur les icônes, en fait, sur les angles d'une tuile, que quand elle est jouée visible, elle permet de piocher 2. Ensuite, on a l'autre action qui est de jouer face cachée. Pour jouer face cachée, on va toujours la jouer, on va superposer une tuile en fait, et on va toujours la poser face cachée. La seule contrainte, c'est qu'il vous faut l'élément qui permet de briser l'autre. Donc le ciseau coupe la feuille couvre la pierre, et la pierre casse le ciseau. Donc là par exemple, si Antoine voulait recouvrir ma pierre, ce qu'il aurait le droit de faire, Voilà. Et il là, aurait besoin d'une feuille. on a un super exemple. Je pourrais recouvrir moi-même ma tuile, c'est pas un Exactement. problème. Donc là par exemple, j'ai une feuille à mon tour, je peux très bien décider de recouvrir la pierre. Le truc c'est que, bon, comme je l'ai fait, je n'ai pas joué face visible et du coup je ne repioche pas. Mais en contrepartie, du coup, j'ai superposé. Il faut savoir que l'alignement des 3 tuiles de votre couleur, il se fait soit avec 3 tuiles au premier niveau, donc face visible, soit avec 3 tuiles, mais au deuxième niveau, donc face cachée. C'est là où du coup, vous allez pouvoir soit essayer de gagner au premier niveau face visible, soit essayer d'anticiper et de profiter du placement de vos placements ou ceux de l'adversaire, pour essayer justement de gagner avec un alignement, mais face cachée, de 3 tuiles de votre couleur. Si un joueur remplit cette condition durant la partie, il gagne la partie tout simplement. Donc on retrouve cette idée de morpion mélangée à du papier, caillou, ciseaux. Complètement. Donc là à 2 c'est du 4 par 4, on joue jusqu'à ce qu'un joueur ait rempli la condition et ce joueur gagne la partie. À 3, ce qui est légèrement différent, c'est que déjà on joue en 5 par 5. La distribution des tuiles sont pas tout à fait la même, hein. Le premier et le deuxième Tout à piochent fait. 2 tuiles et le troisième en pioche 3. Ça va changer aussi un peu la donne parce qu'on sera un peu plus limité. Et ensuite on a au centre de la table une disposition à faire avec la 4e couleur qui ne sera pas jouée en fait, et c'est une disposition indiquée, voilà, qui forme une espèce de petit escalier comme ça, avec composé du coup de 3, 6, donc 5 tuiles, non, je raconte. 6 tuiles, t'en as 2 de 6 chaque. tuiles, exactement, 2 de chaque, les 2 symboles représentés, et même chose, on va pouvoir jouer sur visible, donc je repioche 2, ou alors on jouera, si j'ai le bon élément, je le joue face cachée, mais dans ce cas-là, je ne repioche pas, tout simplement. Donc ça déjà c'est un bon dilemme parce qu'à chaque fois on va se dire là j'ai besoin de pioche donc je vais faire ceci et piocher 2, mais attention, peut-être que vous ouvrez le jeu à un autre joueur qui lui va tenter de faire un alignement en superposant ou non, par exemple. Ensuite j'en viens à la mise en place, on va dire à 4 joueurs, mais à 4 joueurs plutôt en équipe, parce que vous pouvez le jouer aussi en compétitif, mais c'est légèrement un peu plus chaotique, ça peut plaire aussi à d'autres joueurs, si ce n'est que du coup le temps que ça revienne à vous, beaucoup de choses vont évoluer, vous aurez peut-être pas forcément beaucoup de choix en vous disant tiens je vais me poser ici, mais le problème c'est que si je me mets là je fais gagner lui parce que s'il a ce qu'il faut il gagne, ou alors je me mets là mais ça fera gagner lui, etc. Donc un peu plus difficile d'anticiper les coups, et là où le jeu prend une dimension totalement différente par rapport à 2 ou 3 joueurs, c'est quand vous jouez à 4 mais en 2 contre 2. Là pour le coup pareil, c'est les mêmes conditions, 5 par 5, il faut qu'une couleur du coup ait un alignement de 3 tuiles soit au premier niveau soit au deuxième face cachée.
Mais du coup, vous pouvez faire des appels. C'est ça que ça devient intéressant. C'est que du coup, Antoine pourrait se servir de ma pierre ici pour superposer, par exemple. Et à ce moment-là, il va aussi, lui, faire des appels pour que moi, je superpose, ou au contraire, pour m'ouvrir la voie. Il va y avoir un côté un peu belote. On va essayer de se comprendre, de s'envoyer des messages. Parce qu'il faut savoir que du coup, comme pour la belote, en fait, on va être en diagonale avec l'autre. Donc, un coup sur deux, notre équipe va jouer. Pareil, la distribution des tuiles est un peu différente. C'est 2-2 pour le premier et le deuxième joueur, et puis après c'est 3-3 pour le troisième et quatrième joueur. La version vraiment à 4 joueurs change beaucoup de celle à 2 et à 3, notamment quand vous y jouez en équipe. C'est toléré d'y jouer en compétitif, il n'y a aucun problème, mais je trouve que vraiment la dimension à 4 joueurs est très intéressante. Si on est 4 joueurs, oui, il faut jouer en équipe. Enfin, nous on le conseille, on le recommande chaudement. Mais sans ça, de toute façon, même nous on y a fait, on a fait plusieurs parties déjà à 3, et honnêtement, cette mise en place-là, c'est vraiment très très bien fichu parce que ça ouvre le jeu, mais sans donner directement le premier joueur un avantage particulier ou le dernier joueur un avantage particulier. Tout est très bien équilibré dans le jeu pour le coup, que ce soit en termes de tuiles. Il y a un petit cas particulier, c'est si jamais vous jouez 2 fois de suite, vos 2 tuiles, mettons, enfin 2 fois de suite, une première fois face cachée, il peut se retrouver qu'au début de votre tour, vous n'avez pas de tuiles. Dans ce cas, ce que vous faites, c'est juste que vous passez et vous piochez 2 nouvelles tuiles. Et ça, vous pouvez le faire uniquement si vous n'avez aucune tuile en main. C'est dangereux. Mais ça veut dire que vous avez un petit peu bourriné pendant les tours précédents et bien joué, ça peut vraiment payer. C'est vraiment typiquement le genre de jeu où déjà dans ce format-là et pour un prix aux alentours de 15 €, je crois. Exactement. Dans ce format-là, on a une super boîte qui est, pour le coup, alors moi je râle souvent sur les inserts, ça c'est mon truc. J'ai horreur des trucs conditionnés parce que des fois c'est pas conditionné avec votre manière de ranger. Mais là pour le coup, là tu peux pas te tromper. On prend les tuiles, en plus il y a les couleurs indiquées, je pourrais les ranger comme je veux si je suis un peu désordonné, mais là pour le coup je mets ça ici et après la boîte je la range. C'est vraiment pratique. L'avantage c'est que la boîte elle a un creux ici, le petit tiroir retirer. Donc enfin ça c'est hyper pratique et pour une quinzaine d'euros franchement c'est très appréciable. Je pense qu'on a presque tout dit, ça peut vraiment plaire à des joueurs qui aiment beaucoup la gamme de Punto par exemple, parce que les joueurs de Punto, tout à fait. Typiquement Punto, il y a ce côté où on repasse par-dessus l'autre avec les points supérieurs à l'autre. Mais là, avec Punto, il n'y a pas cette mécanique de pouvoir jouer par exemple en coopératif, en 2 contre 2 du coup, alors qu'il y a ça sur Lynx, et que à 3 pour le coup, là il y a aussi une mise en place qui a été vraiment pensée par l'éditeur pour pouvoir avoir un équilibre et une parité entre les joueurs. Je pense qu'on a tout dit. Oui, en tout cas, pour ce qui est de la description du jeu, oui, l'édition est top, mais tu l'as dit, la petite boîte à tiroir, le fait que ce soit pas des cartes, mais des tuiles en dur, forcément c'est agréable, ça durera dans le temps. De toute façon, ça aurait pas été logique autrement. Les sensations de jeu sont vraiment agréables, c'est marrant avec 2 jeux comme ça, que tout le monde connaît, qu'on joue sur un coin de table quand on est gamin, arriver à les mélanger et à rendre un jeu. Il y a une réelle stratégie. Ça reste un jeu avec un peu d'ambiance, un peu de chance, mais c'est vraiment maîtrisable. Le fait qu'on aille construire son jeu en se disant bon ok là je pose, je fais pas grand chose mais ça me permet de piocher, ou au contraire de se vider en disant ça passe. Comme je voulais rebondir parce que comme pour la belote vous pouvez jouer à la parlante, ou alors au contraire vous pouvez vraiment jouer en mode pro, où on ne parle pas et on fait des ouvertures sans rien dire. Mais ça peut jouer à la parlante et ça devient du coup comme tu le disais un jeu d'ambiance. Je voulais préciser autre chose mais je sais plus ce que c'était. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Peut-être la date de sortie, n'est-ce pas? La date de sortie effectivement c'est officiellement lancé pour le 31 mai. C'est ça. Fin du mois de mai, début juin, aux alentours de 15 €, Lynx on attend de pied ferme. Petit jeu d'ambiance, stratégie. Si voilà, j'en viens à ce que je voulais dire, c'est sur les manches en général, vous faites 2 manches. Il y a je dis en général parce qu'en fait ça devient assez addictif et donc en fait on compte même plus les manches, au bout d'un moment on joue. En vrai on fait pas 2 manches. Mais par exemple en équipe c'est très important de faire 2 manches parce qu'on a une première phase où voilà on fait notre partie, mais du coup il y a une équipe qui gagne et on a envie de faire une deuxième manche. À la limite on peut faire une troisième pour départager, mais en général l'équipe qui gagne a 1 point et ça se départage à 2 points. Voilà. Tout à l'heure, on s'est dit, on fait une petite partie histoire de se le remémorer, se le rafraîchir avant le focus. On a fait combien de parties? Je sais pas, 5, 6. Voilà, c'est typiquement ce que va emmener ce genre de jeu. Parfait, et bien voilà, c'était un petit focus sur Lynx et on vous dit à très bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.